Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3114 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 11 novembre avec des anniversaires. Et par exemple, on peut voir que Robin Lenormand, le défenseur central de l'Atlético Madrid, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou Denis Bouanga, ancien joueur de Saint-Etienne, maintenant il joue du côté de Los Angeles, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue donc comme tous les lundis, on va parler de ce qui s'est passé lors du week-end dernier. On commence en France, en Ligue 1, avec le dernier match qui s'est joué hier soir entre l'Olympique Lyonnais et l'équipe de l'AS Saint-Etienne. C'est toujours un match spécial, c'était le derby. Et c'est Lyon qui s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre grâce à Alexandre Lacazette. Donc les Lyonnais n'avaient plus gagné depuis le 20 octobre dernier, c'est fou. Ça faisait quasiment 3 semaines qu'ils n'avaient pas gagné le moindre match, l'équipe de Lyon en Ligue 1, je vous parle. Et voilà, c'était face à Le Havre, la dernière victoire. Ça, ils ont repris 3 points très importants, surtout juste avant cette trêve internationale. Donc très bonne opération classement pour l'Olympique Lyonnais. Donc les statistiques de la partie, donc Lyon a eu plutôt la possession de balle, plus de tirs cadrés. Donc on va dire la victoire est plutôt logique. Côté Olympique Lyonnais et Général de Gaulle en une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc 24 jours après, donc les Lyonnais ont confirmé leur suprématie régionale en s'imposant dans le derby grâce à un but de Lacazette qui permet à Lyon de s'inviter dans le top 5 du championnat français. Et ça faisait longtemps que Lyon n'avait pas été dans le top 5 de la Ligue 1. Parce que j'en parlais il y a peut-être une semaine, que l'Olympique Lyonnais, ça faisait 75 journées, pas 75 jours, 75 journées de Ligue 1. Donc je sais pas, ça remontait à plus de 2 ans en gros, la dernière fois que Lyon avait été dans le top 5 de la Ligue 1. Et cette fois-ci, ils y sont dans le top 5 de la Ligue 1. Donc voilà, c'est une très bonne opération comptable niveau classement pour cette équipe de Lyon, la victoire hier. Et Lacazette, belle semaine pour lui. Donc buteur en Ligue Europa contre Offenheim lors du match nul de partout jeudi dernier. Et buteur hier lors de la victoire 1-0, l'unique but du match. Et Lacazette, donc son dernier derby, donc déjà ça datait, c'était en 2016-2017, la dernière fois qu'il avait joué contre Saint-Etienne. Parce que depuis, il a joué ailleurs, il avait joué à Arsenal. Puis aussi Saint-Etienne est en Ligue 2. Donc là, ils sont revenus en Ligue 1. Donc face à Saint-Etienne, quand même, il a des belles stats. 13 matchs disputés pour 6 buts pour Alexandre Lacazette. Et il a dit à la fin du match, c'était mon premier derby au Groupama Stadium, parce que la dernière fois qu'il avait joué un derby contre les Verts, c'était au stade Girland, je crois qu'il s'appelait comme ça, l'ancien stade de Lyon. Donc il a dit, ce sera sûrement mon dernier aussi. Donc, ça peut-être dire, voilà, grosse info, c'est-à-dire que Lacazette va certainement quitter Lyon en fin de saison, peut-être partir, je sais pas, en Arabie Saoudite, peut-être dans un autre championnat, ou prendre sa retraite. Mais voilà, c'était certainement son dernier derby à domicile pour Alexandre Lacazette. On va parler de Ryan Cherki, belle partie de sa part, une note de 7 sur 10, donc il plane sur le derby, donc beau match de sa part. Stassin, joueur de Saint-Etienne, a eu du mal, une note de 3. À noter le meilleur joueur du match, c'est ni Cherki ni Lacazette, pourtant il a été l'unique buteur du match, mais c'est plutôt le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté est élu MVP dans ce derby face à l'AS Saint-Etienne. Donc il a fait un gros match et il a dit donc vivre ce derby c'est juste extraordinaire. Je le suivais depuis tout petit à la télé, mais le vivre c'est encore autre chose. Voilà, parce que regarder à la télé et jouer un derby, c'est pas la même chose. Donc il a fait un gros match lui. Ça a été le meilleur joueur de la rencontre. Côté AS Saint-Etienne, côté vert, Olivier Dalloglio, le coach des Verts. Donc beaucoup de regrets ce soir. Il a dit je suis fier de mes joueurs par rapport à ce qu'on leur avait demandé. Je pense qu'on pouvait faire quelque chose et peut-être prendre le nul. Mais bon, voilà, son équipe s'est inclinée. Et Louis Mouton, donc un joueur de Saint-Etienne, il a dit ils ont gagné le premier round, mais il y a un deuxième round chez nous, donc le match retour qui sera en 2025 là-bas à Geoffroy Guichard. Donc ça sera difficile pour eux. On leur dit à très bientôt. Voilà, donc voilà ce qu'a pu dire ce joueur de Saint-Etienne avant le match retour dans quelques mois. On continue, on va parler bien sûr des autres matchs. Il y avait également le Paris Saint-Germain qui jouait, c'était samedi soir du côté de Angers. On voulait voir comment le PSG allait réagir après la défaite contre l'Atlético Madrid mercredi dernier en LDC. Le PSG a très bien réagi et comme souvent en Ligue 1, ça se passe bien. Le PSG arrive à marquer. Voilà, en Ligue des Champions, c'est qu'il y a un gros problème. Bref, 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Donc il y avait déjà 4-0 à la mi-temps. Le PSG a pris 2 buts dans le temps additionnel de la fin de partie. Donc voilà, Kangilny doublé et Bradley Barcola également doublé. Donc voilà, 26 tirs, 12 tirs cadrés, ça fait 4 buts inscrits. Voilà, quand tu marques tes occasions, ça fait la différence. Le PSG, ils ont quasiment les mêmes stats en Ligue 1 et en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, c'est pratiquement pareil. Souvent, ils ont à peu près une vingtaine de tirs et on tourne autour des 10 tirs cadrés. Donc là, 12 tirs cadrés, ils en mettent 4. Par exemple, contre l'Atlético, il y a eu 10 tirs cadrés, il y a eu seulement un but marqué. Voilà, tous les autres, gros tirs cadrés, on peut dire, soit ça a été arrêté ou soit manque de malchance, on peut dire. Donc voilà, en Ligue 1, le pied ne trempe pas et ça finit au fond des filets. Donc voilà, belle victoire du Paris Saint-Germain, mais le PSG a quand même pris 2 buts en toute fin de match. Et la dernière fois que le PSG avait pris 2 buts dans le temps additionnel, c'était en 2017. Voilà, c'était lors de la remontada 6-1 où le Barça avait marqué 2 buts après la 90e. Voilà, c'est la dernière fois que le PSG
déjà concédé 2 buts après cette 90e. Barcola, double buteur face au SCO Angers, donc il est en feu depuis le début de saison. Donc en Ligue 1, c'est 11 matchs et déjà 10 buts et 2 passes décisives. Ça, il vient d'atteindre la barre des 10 buts du côté de la Ligue 1. Bradley Barcola. Voilà, grosse saison bien sûr pour lui. Et concernant Canguigny, gros match de sa part, donc également doublé et une passe D pour Barcola. Donc il est positionné à la place d'Ousmane Dembélé ce soir sur l'aile droite parisienne et ça a très bien marché pour Canguigny. A noter que Marco Asensio a également joué triplé de passes décisives pour Marco Asensio, 17, 20e et 31e minute. Donc 3 passes D pour l'ancien joueur du Real Madrid. Et Luis Enrique, le staff parisien, était attristé après le match face à Angers. Il a dit Luis Enrique, c'est un jour triste, nous dédions cette victoire à Raquel. Donc Rafael Paul, adjoint du coach espagnol, a perdu sa femme. Donc voilà Raquel. Donc voilà, c'est son bras droit. En gros, Rafael Paul, il a perdu sa femme. En gros, tout lui et les joueurs du PSG l'ont appris après la victoire. Et c'est pour ça que c'était... le PSG est en deuil, on peut dire. Donc voilà, par rapport à ce qui s'est passé. On continue, on va parler des autres rencontres. Il y avait également un beau match, Strasbourg contre Monaco. Et Strasbourg, toujours très compliqué d'aller les affronter chez eux. Mais Monaco a fait le taf, une victoire 3-1. Pourtant, il perdait 1-0 grâce à Guela Doué, le frère de Désiré Doué, qui a été buteur à la 29e. Mais Monaco, en toute fin de match, 79, 89 et 91e minute de jeu. Donc à l'espace de 12 minutes, ils ont marqué 3 buts et du coup renversé cette équipe de Strasbourg et surtout gagné le match. Donc voici les stats. Bon, après, la victoire est plutôt logique pour l'AS Monaco qui a beaucoup plus tenté. 5 tirs pour 2 tirs cadrés seulement pour Strasbourg, alors que Monaco c'est 19 tirs, 8 tirs cadrés et 3 buts marqués. Monaco renversant, eux qui perdaient, j'ai dit 1-0 à la 78e, puis voilà, en l'espace de 12 minutes ils ont marqué 3 buts avec un beau doublé de Ben Seguir. Et ce joueur Elias Ben Seguir retourne un doublé face à Strasbourg. Donc 4 buts, 2 passes D, meilleur buteur de l'AS Monaco en Ligue 1 depuis le début de saison. Voilà, vraiment un joueur, une pépite bien sûr. Ce joueur Elias Ben Seguir. Et grosse semaine quand même de l'AS Monaco qui est parti s'imposer à Strasbourg 3-1 et aussi une victoire 1-0 à Bologne. Vous avez marqué également fin de match, 87e, ça avait été Thilo Kehrer qui a marqué l'unique but du match en Ligue des Champions. Ils ont bien fini les 2 matchs qu'ils ont pu jouer. N'oubliez pas qu'ils restaient sur 2 défaites d'affilée avant ces 2 victoires cette équipe de l'ASM. Il y avait aussi une belle affiche, Lens contre le FC Nantes et c'est Lens qui s'est imposé dans un match fou, une victoire 3-2. Donc avec un but de Ogéridian à la 86e et un but de Thomasson à la 90e minute de jeu. Ils perdaient de 1, ils sont revenus à 2-2, puis ils ont même arraché la victoire grâce à Thomasson en toute fin de match. Donc voici les stats de la partie. Donc un Lens ultra efficace, 15 tirs peut-être, mais 3 tirs cadrés, 3 buts, aucun arrêt du gardien nantais. Je crois que ça devait être Alban Lafont. Donc voilà, match catastrophique, pas un arrêt fait de sa part. Et donc voici les stats et voici le match. Donc Lens menait 1-0, ensuite c'est Nantes qui menait 2-1, puis à la fin du compte c'est bien Lens qui a repassé devant et qui a gagné le match 3-2. Et c'est que c'est la première victoire, ça c'est fou, la première victoire de Lens depuis le 25 août dernier. On est quand même on est le 11 novembre, ils n'avaient plus gagné à domicile depuis le 25 août. Pourtant Lens on sait que c'est très fort à domicile. Ils avaient gagné 2-0 à Brest lors du 25 août dernier. Et depuis ils avaient fait un nul contre Lyon à domicile, je vous parle. Ils avaient fait nul contre Nice, ils avaient perdu contre l'équipe de Lille 2-0. Et cette fois-ci victoire pour eux à domicile pour les Lensois. Il y avait également le Stade Rennais contre le TFC Toulouse. Et c'est Toulouse qui s'est imposé 2-0 grâce à King et Donum. Donc voilà, 2 buts en l'espace de 9 minutes en première période. Donc les Rennais concèdent quand même leur 7e défaite en Ligue 1 cette saison. C'est une catastrophe. Rennes, cette saison en plus c'est à domicile. Normalement ils doivent prendre le plein de points à domicile. Puis voilà, ils ont perdu 2-0. 7 tirs, seulement une frappe cadrée pour Rennes qui déçoit énormément. Et l'équipe de Toulouse, donc c'est 9 tirs, c'est seulement 2 tirs cadrés, mais ils ont marqué 2 buts sur leurs 2 tirs cadrés. Et du coup ils prennent 3 points et 3e victoire consécutive quand même pour l'équipe de Toulouse, qui prend beaucoup de points dans l'optique bien sûr du maintien. Et côté Rennais, n'oubliez pas que c'était pas Julien Stéphan le coach, c'était un coach là par intérim parce que Stéphan a été licencié jeudi dernier, donc il n'était pas sur le banc. Voilà, donc là actuellement il y a un coach par intérim, mais le nouveau coach va débarquer normalement aujourd'hui. Le directeur sportif de Rennes s'exprime sur l'arrivée prochaine de Sampaoli. Il a dit il y a des discussions qui sont très bien avancées. On est proche de pouvoir finaliser et d'annoncer en gros Sampaoli en tant que coach de Rennes. Et voilà, il devrait signer normalement son contrat ce lundi. Donc aujourd'hui, normalement peut-être dans l'après-midi, peut-être dans la soirée, voire demain. On n'est pas quelques heures près, vu que là en plus on a un trêve international. Mais ça sera bien lui, le nouveau coach de Rennes. À noter, regardez, il était bien présent Sampaoli hier lors du match Rennes-Toulouse où il a pu voir l'énorme
boulot qui lui attend, hein, parce que voilà, Rennes actuellement en crise totale. Donc on lui souhaite bonne chance, hein, ancien coach de Marseille, même ancien coach de l'Argentine, c'était lui le coach de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2018. Hein. Et Nasri, il y avait des rumeurs qu'il allait peut-être être l'adjoint de Sampoli. Donc hier, il était sur Canal Plus Foot, donc il a réagi, il a dit c'est de la fake news, hein. Cela relève du fantasme et de la fake news. Je n'ai même pas eu le coach au téléphone par rapport à son arrivée à Rennes, je ne suis pas entraîneur. Voilà. Samir Nasri ne sera pas l'adjoint de Sampoli. N'oubliez pas que les deux avaient travaillé ensemble à l'époque, hein, du côté du FC Séville. L'OGC Nice arrache le nul face à Lille en toute fin de match. Hein. C'est vrai que Lille, hein, voilà, il gagnait 2-1 à la 95e minute de jeu et grâce à Louchet, 96e minute de jeu, Nice égalise dans les dernières secondes de la partie. Encore 2 points perdus, on peut dire, pour Lille, parce que non, ils auraient dû conserver bien sûr cette victoire. Donc voici les stats de la partie et Nice miraculé, hein, comme j'ai dit, un buteur à la dernière seconde lors de cette rencontre. Et le LOSC concède comme l'égalisation dans le temps additionnel pour la deuxième fois consécutive. Contre Lyon, ils menaient 1-0. Ils sont égalisés à la 91e minute de jeu lors de le match juste avant. Et là, le match contre Nice, bah pareil, hein, ils menaient et ils prennent le but à la 96e. Il faut mieux finir parce que là, c'est quand même 4 points de perdus. Ils ont pris 2 points, oui, ils ont perdu quand même 4 parce que si tu défends bien, bah, tu ne prends pas de but et ça te fait 4 points de plus du côté du championnat. Du côté du Havre, hein, il y avait le Havre, Stade de Reims et Reims, hein, écrasé l'équipe du Havre. 3-0, donc Diakité, Nakamura et Ito ont été les 3 buteurs côté Reims. Hein, Digard, le coach, hein, du Havre, a pris carton rouge. Hein, il sera suspendu lors des prochains matchs. Donc belle victoire bien sûr, hein, du Stade de Reims. Et à noter que Keito Nakamura, de nouveau buteur, il nous fait une grosse saison, hein, 6 buts et une passe D depuis le début de saison pour le joueur japonais. Montpellier, tiens, joue contre Brest et Montpellier s'est imposé 3-1. C'est rare, hein, de parler de Montpellier avec une victoire. Donc Nordin, Kazri et Koulibaly ont été les 3 buteurs contre un but de Martin. Donc Brest, les gars, on sait en Ligue des Champions, toujours pas de défaite. 3 victoires, 1 nul, 0 défaite. Mais en Ligue 1, c'est plus compliqué, hein, quand même pour Brest, hein, cocher une deuxième défaite d'affilée. Donc voici les stats de la partie. Et première victoire pour Montpellier depuis le 22 septembre dernier. Ça faisait un mois et demi, voire 2 mois qu'ils n'ont pas perdu qui n'avaient plus gagné plutôt, désolé, le moindre match. Et ça y est, Montpellier prend 3 points. Et Kazri qui a été buteur sur coup franc, et ben c'est tout simplement le meilleur buteur sur coup franc en Ligue 1 depuis 2012, hein, depuis 12 ans. Le Tunisien a marqué son 9e coup franc en direct. Ce week-end en Ligue 1 dans sa carrière. Donc du coup tous les résultats de cette c'était là combien la 11e journée de Ligue 1. Donc Marseille-Auxerre, on avait parlé samedi matin, la Auxerre a réalisé une très bonne opération. Sinon je parlais bien sûr de tous les autres matchs qui se sont déroulés du côté du classement des meilleurs buteurs. Donc ça bouge, hein, vu que Barcola est ex-aequo avec Greenwood, mais Barcola marque un doublé ce week-end. Donc Barcola reprend 2 buts de plus sur Greenwood, qui a marqué également un but, hein, contre la Auxerre. Donc Barcola 10 buts, Greenwood 8 buts, David 7 buts. Et après on peut voir Dembélé, hein, genre à 5 buts, ou par exemple, je sais pas, tiens, Perrin également, enfin 4 buts inscrits. Et le classement, donc le Paris Saint-Germain, 29 points d'avance, 6 points d'avance sur l'équipe de Monaco et 9 points d'avance maintenant sur l'équipe de Marseille. Ça y est, le PSG commence à faire le creux. Là peut-être le PSG ça s'envole, hein, peut-être pour remporter la Ligue 1, peut-être ils bougeront plus de cette première place et certainement jusqu'à la fin de saison, voilà, parce qu'il y a quand même des sacrés creux. Donc voilà, Marseille 3e, Lille 4e et Lyon à la 5e position, comme j'ai dit, hein, ça faisait quasiment 2 ans que Lyon n'avait pas été dans le top 5 de la Ligue 1. Et Montpellier, malgré leur victoire, toujours à la dernière position, mais ils recollent maintenant à 2 points de l'équipe du Havre. Donc Saint-Etienne, attention, 16e position, mais il y a beaucoup d'équipes, tu vois, on peut voir, hein, à 10 points. Donc voilà ce qu'à dire sur cette Ligue 1 maintenant, trêve de 13 jours. Voilà, donc ça reviendra un vendredi soir, dans un peu une semaine et demie, la prochaine journée de Ligue 1. Du côté de la Ligue 2, il y avait également des rencontres, hein, donc tous les matchs de vendredi, on a parlé samedi matin, mais il y avait des matchs samedi qu'on n'a pas parlé hier. Donc par exemple, le Paris FC a fait 0-0 à Pau. Genre, le Paris FC reste sur 3 matchs nuls d'affilée, il ne gagne plus trop, hein, alors qu'avant ils avaient enchaîné 5 victoires d'affilée. Donc là, ils marquent le pas un peu, le Paris FC, ils ne perdent pas, mais ils gagnent plus. Donc Lorient s'est imposé 3-1 contre Guingamp et Metz s'est imposé 1-0 contre Caen. Et au classement, ça donne quoi après 13 matchs? Ça donne que le Paris FC est en tête avec maintenant 1 point d'avance sur l'équipe de Lorient et Dunkerque juste derrière. On peut voir ces séries, hein, 27, 26, 25, 24, 22. Voilà, cette Ligue 2, on verra qui montera bien sûr en Ligue 1 saison prochaine. On quitte la France, direction l'Angleterre et on commence bien sûr avec l'équipe de Liverpool. On commence avec les leaders, les Reds. Liverpool jouait samedi soir à 21h contre Aston Villa. Gros morceau aussi Aston Villa. Et Liverpool s'est imposé 2-0. C'est très très fort, hein, Liverpool cette saison. Donc Nunez et Mohamed Salah ont été les 2 buteurs côté Reds. 14 tirs, 5 tirs cadrés.
Et 2 buts marqués. N'oubliez pas que Liverpool dans 2 semaines jouera un match contre le Real Madrid. Enfin 2 semaines et un jour, ce sera mardi soir, contre le Real en Ligue des Champions. Voilà. Bon là pour l'instant c'est la trêve. Et voilà, Liverpool comme souvent, c'est souvent victoire. Et Liverpool s'amuse en tête avec cette belle victoire. Et on va parler de ce joueur parce qu'il est très bon. Déjà il est en fin de contrat en fin de saison. Liverpool veut le prolonger, pour l'instant lui c'est pas trop ce qu'il veut faire, mais lors du match avant-hier, buteur et passeur D, donc décisif sur les 2 buts de son équipe. Donc il s'agit bien sûr de Mohamed Salah et cette saison en Première Ligue, donc en 11 matchs il a déjà marqué 8 buts et 6 passes D, c'est quand même énorme. Et si on rajoute les autres compétitions, par exemple la Ligue des Champions, il a déjà joué 17 matchs et il a déjà passé la barre des double 10, 10 buts et 10 passes D, toutes compétitions confondues pour l'attaquant égyptien. A noter les gars le coup dur quand même côté Liverpool avec la blessure de Trent Alexander-Arnold qui est potentiellement, je sais pas, j'ai pas encore vu son forfait officiel, mais bon je pense qu'il y a des chances qu'il soit forfait pour le rassemblement de l'Angleterre. Lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On va parler du dauphin de Liverpool, c'est Manchester City, week-end parfait pour Liverpool. Pourquoi? Parce que City s'est incliné du côté de Brighton, pourtant City menait à 0 grâce à Erling Haaland. L'inévitable cyborg qui a été buteur à la 23e, mais City a craqué en toute fin de match, 78e et 83e, donc en l'espace de 5 minutes, ils ont pris 2 buts et du coup ils ont perdu le match. Cette équipe de City, donc voici les statistiques de la partie, c'est que City la marque le pas quand même depuis quelques temps, et record pour la première fois de sa carrière, jamais c'est arrivé pour Pep Guardiola. Donc Guardiola enchaîne 4 défaites de suite en compétition officielle, avec Rodri sur la pelouse, City n'avait plus perdu depuis 52 matchs de suite, mais voilà, le problème c'est que Rodri n'est plus là, et il manque beaucoup Rodri actuellement du côté de Manchester City, un blessé jusqu'à la fin de saison, mais pas, il fait les ligaments croisés. Donc voilà, 4 défaites d'affilée. Donc Brighton là, ils avaient perdu contre le Sporting en LDC, ils avaient perdu 2-1 contre Bournemouth, ils avaient perdu également 2-1 contre Tottenham, beaucoup de défaites 2-1 pour cette équipe de Manchester City. Voilà, qui est en crise. Voilà, 4 défaites d'affilée pour un club comme City. Oui, on peut dire que City est officiellement en crise. Et comme je vous ai dit, ce joueur manque énormément. Un seul être vous manque et ça va plus, c'est Rodri. Et c'est vrai que voilà, depuis la blessure de Rodri à la fin du mois de septembre, contre Arsenal, les performances de City se sont nettement dégradées. Voilà, parce qu'avant, quand il était là, c'était beaucoup de victoires. Puis depuis c'est plus compliqué tout simplement pour cette équipe de Manchester City. Et la preuve, c'est avec Rodri sur la pelouse, les 81 derniers matchs, c'est seulement une lose, une défaite. Mais quand il n'est pas là, sans Rodri, c'est les 25 matchs où il n'a pas joué, c'est 9 matchs perdus. On peut voir la différence et l'importance qu'il a, bien sûr, le Ballon d'Or 2024. On va parler d'Erling Haaland, il a été buteur malgré la défaite de son équipe. Et le cyborg frappe encore. Donc cette saison Première Ligue, c'est 11 matchs joués, déjà 12 buts inscrits. C'est bien évidemment lui le meilleur buteur de cette Première Ligue. Et il a déjà inscrit son 75e but. C'était son 75e inscrit ce week-end. En 77 matchs, et c'est bien sûr un record. On peut voir que par exemple Alan Shearer, au bout de ce 75e but a été inscrit au bout de 93 matchs à Londres. Seulement 77 matchs. On peut voir d'autres joueurs comme Harry Kane, son 75 premier but a été inscrit au bout de la 115e rencontre. Voilà, pour montrer les stats quand même folles d'Erling Haaland. Et concernant le match Brighton City, parce que City a perdu, mais il faut noter aussi le gros match de Brighton et le gros match de Carlos Baleba qui a été élu MVP. Pourtant il est rentré à la mi-temps, la 46e. Il a fait un énorme match. Et c'est lui, le joueur camerounais, qui a été élu meilleur joueur de la rencontre. On continue avec, donc on a parlé de Liverpool premier, City deuxième. Il y avait le troisième et le quatrième qui s'affrontaient. Donc Chelsea contre Arsenal et ça c'est fini, partout. Donc c'est qui a été le premier buteur? C'est Martinelli, buteur à la 60e. Avant que Pedro Neto égalise d'une belle frappe en dehors de la surface. Donc un partout entre ces deux belles formations. Donc un match, voilà, plutôt, il ne s'est pas passé non plus énormément de choses. Seulement 3 tirs cadrés pour les deux équipes. Et accroché jusqu'au bout, voilà, cette rencontre. Et Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, il dit, nous les avons dominés, en parlant de Chelsea. Nous étions la meilleure équipe et je suis très déçu de la façon dont nous avons concédé le but. Voilà. Parce qu'il dit que sa défense a très mal défendu sur le but de Pedro Neto. Et en toute fin de match, donc là on peut voir c'est un centre, il restait 5 secondes à jouer dans le temps additionnel. Donc là c'est Saliba qui centre, on peut voir, regardez, il y a quand même 4 joueurs d'Arsenal, enfin il y a ceux qui centrent, puis après il y a 3 joueurs. Et en gros c'est Trossard qui la touche, alors que juste derrière je crois qu'il y avait Kai Havertz. Mais Trossard il se loupe totalement, s'il aurait laissé, Kai Havertz ça a fait certainement but. Et du coup il n'y a pas eu but sur ça. Et voilà, mais Mikel Arteta les gars il s'est mis au sol tellement qu'il est dégoûté que son équipe n'a pas fini en gros cette occasion en fin de match. Donc Kai Havertz, en parlant de lui, il a été buteur. Mais donc il a célébré en faisant un chute contre son ancien club.
C'était Chelsea où il jouait à l'époque. Bon, il a fait un chute, mais son but a finalement été annulé pour hors-jeu. Donc voilà, concernant Havertz. C'est à noter que Martin Odegaard a été titulaire. Il a joué, il n'avait plus joué en première ligue depuis août dernier, fin août, où il avait été blessé lors de la trêve du mois de septembre. On avait parlé avec la Norvège. Voilà, 2 mois après, il a fait son retour. C'est lui qui a été passeur D pour le but de Martinelli. Concernant un joueur qui revient, mais un joueur qui s'est blessé, c'est Bukayo Saka, blessé. On parlait tout à l'heure d'Alexander Arnold, un autre joueur anglais blessé. C'est Saka, on ne sait pas s'il sera disponible ou non pour les 2 matchs de la sélection anglaise. On va parler aussi de Nottingham Forest qui réalise un gros début de saison. Et ben, ils jouent contre Newcastle ce week-end, ils ont perdu 3-1. Donc pourtant ils menaient 1-0, mais Isaac, Joelinton et Barnes ont été les 3 buteurs côté Newcastle en deuxième période. Donc une victoire plutôt logique, hein, bien sûr, des Magpies. Manchester United joue contre Leicester et Manchester United a mis un 3-0 à Leicester, avec un but de Bruno Fernandes, un but contre son camp et un but de Garnacho. Donc voici les statistiques de la partie. 3 tirs cadrés, 3 buts. Notez que Leicester a eu plus de tirs cadrés, 5 tirs cadrés, mais ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Et c'est que le boulot de Ruud van Nistelrooy en tant que manager intérimaire de Manchester est vraiment excellent. Il aura du coup dirigé 4 fois l'équipe de Manchester pour 3 victoires et un nul depuis le licenciement d'Erik ten Hag. Donc là, c'était son dernier match qu'il a entraîné l'équipe de Manchester, parce qu'après la trêve, ça sera Ruben Amorim, ou c'est officiel hein, déjà depuis une semaine, ça sera lui qui sera en charge de l'équipe de Manchester, mais il a très bien remplacé Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy. A noter que Bruno Fernandes a été buteur lors de cette rencontre et buteur pour son 250e match du côté de Manchester United, bien sûr. Hein. Donc félicitations au capitaine portugais. Et comme je dis, donc il y a un but contre son camp, mais il y en a qui disent en gros que c'est un but de Bruno Fernandes, en gros qu'il a inscrit un doublé. Et c'est que Fernandes, hein, voilà, depuis l'arrivée de Van Nistelrooy, il a marqué pas mal de buts. À chaque fois, il a été décisif sur les 4 derniers matchs, dont un doublé contre Leicester, un autre doublé contre Leicester, parce qu'il y avait eu également à Manchester United Leicester en FA Cup hein, qui s'est joué. C'était il y a 2 semaines. Et Fernandes face à Leicester, c'est l'équipe qu'il apprécie le plus. Hein. Il a joué 8 fois contre Leicester pour 5 buts et 4 passes D, dont un doublé ce week-end. Enfin, comme je dis, le deuxième but, je ne sais pas si c'est lui qui a marqué ou si c'est un but contre son camp. On ne sait pas encore à qui est attribué le but. Tottenham contre Ipswich. Hein. Donc c'est Ipswich, les gars, qui s'est imposé 2-1. Donc ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle hein, pour Tottenham, qui perd des points contre un promu. Donc Bentancur a été le buteur hein, côté Spurs. Hein, donc pourtant Tottenham a dominé, mais Ipswich avec moins d'occasions a réussi à être plus efficace. L'équipe de Brentford s'est imposée contre Bournemouth, qui avait battu quand même Arsenal, City, ou fait nul contre Aston Villa, mais là contre Brentford ils ont galéré Bournemouth, donc défaite 3-2. Et à noter que Wissa a été double buteur dans cette rencontre. Hein. Donc Mbeumo et Johan Wissa sont en feu avec Brentford, donc les stats de Wissa, double buteur ce week-end, donc 8 matchs, 7 buts et une passe D en première ligue. Hein. On parlait tout à l'heure de Salah qui est à 8 buts. Lui, il en a marqué 7 quand même en première ligue, donc vraiment pas mal. Et Mbeumo en première ligue, donc 11 matchs, 8 buts au même niveau que Mohamed Salah et une passe D. Donc voilà, ce duo tellement sous-coté, ces deux-là, Mbeumo et Yohan Wissa. Crystal Palace a perdu 2-0 contre l'équipe de Fulham. Hein. Smith Rowe et Wilson ont été les 2 buteurs côté Fulham. Kamada après un rouge, hein, côté Crystal Palace. Hein. C'est compliqué pour Palace quand même depuis le départ hein, de Mikel Olise qui est parti lors du dernier mercato. Et à noter, tiens, côté Crystal Palace, malgré la défaite, on a pris le meilleur joueur du mois et c'est un joueur français, c'est Maxence Lacroix, tiens, qui découvre la première ligue vu qu'il jouait en Allemagne la saison dernière encore. Bah, c'est lui qui a été élu meilleur joueur du mois du côté de Crystal Palace hein, pour le mois d'octobre. Wolverhampton joue contre Southampton et Wolverhampton s'était imposé 2-0 grâce à Sarabia et Matheus Cunha. Donc parfait pour Wolverhampton, hein. On sait qu'ils démarraient, enfin ils avaient fait un début de saison catastrophique avec beaucoup de défaites, maintenant victoire pour eux, 2-0, 8 tirs, 4 tirs cadrés, donc Southampton 10 tirs mais seulement une frappe cadrée. West Ham contre Everton, rien à dire, 0-0 lors de cette rencontre. Et du coup, ben, on a fait le tour hein, de tous les résultats bien sûr des matchs de samedi et de dimanche. Est-ce que je parlais de tous les matchs? Oui, je parlais de toutes les rencontres et du coup au classement ça donne quoi? Ben, ça donne qu'il y a un creux. Liverpool 28, Manchester City 23, donc ça y est un petit creux entre les 2 premiers. Donc après il y a Chelsea, hein, regardez, après Chelsea et à 4 points après Manchester City, puis après il y a Arsenal. Nottingham avec sa défaite qui était 3ème, Nottingham dans la journée là descend à la 5ème position. Donc il y a Brighton, donc Aston Villa 9ème, Manchester United malgré leur victoire, hein, c'est toujours très très loin au classement, ils sont actuellement à la 13ème position. Et Wolverhampton qui s'est imposé, première victoire de la saison, hein, les plus derniers, hein, ils sont passés devant l'équipe qu'ils ont battue, l'équipe de Southampton. On quitte la première ligue, direction la Liga, et on commence avec le leader, le FC Barcelone,
qui jouait du côté de la Real Sociedad hier soir et le Barça battu à la Real Sociedad. Donc Baker a été l'unique buteur du match à la 33e minute du match. Donc à noter que Robert Lewandowski a marqué un but du coup annulé pour hors-jeu, mais ça s'est joué à une question de millimètres. Bref, voilà, défaite du FC Barcelone. On sait que c'est pas commun cette saison de voir le Barça perdre. Cette fois-ci, ils ont perdu. Donc après, ça a été un petit Barça quand même, parce que quand on voit les statistiques, c'est pas possible. Surtout pour un club comme le Barça. Donc 14 tirs, 6 tirs cadrés, un but pour la Real Sociedad. Et le Barça, c'est 11 tirs et 0 tirs cadrés. Aucun arrêt de la Real Sociedad, pas la moindre frappe cadrée. Donc si tu ne cadres pas, tu ne peux pas marquer. Donc voilà, pour moi, la victoire est logique quand même pour la Real Sociedad. Et Hansi Flick, après Real Sociedad Barcelone, il a dit, j'ai dit à l'arbitre qu'il avait commis une erreur et que le but de Robert Lewandowski était valide. Parce qu'en gros, le but de Lewandowski, où je l'ai dit, il a été signalé hors jeu. Ça s'est joué une question de millimètres. Le but de Lewandowski face à la Real Sociedad a été refusé pour quelques millimètres, à en croire l'image VAR. Donc voilà. On peut voir le pied là sur le comment ça s'appelle ça, le hors-jeu semi-automatique, et on peut voir un petit bout noir qui dépasse sur la ligne blanche. Là en gros c'est le pied de Lewandowski et c'est une question de millimètres, je sais pas exactement combien, donc en gros il est signalé hors-jeu. Voilà pour ça. Bon, après c'est la règle, souvent on en voit comme des cas de figure comme ça où c'est juste une question de millimètres. Ça a été le cas hier et du coup son but n'a pas été validé. On peut voir là où ce qui est hors-jeu pour Lewandowski. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre perdue par le FC Barcelone. Et à noter qu'il y a un joueur qui a beaucoup manqué côté FC Barcelone. C'est peut-être pour ça que le Barça a aussi peut-être perdu, parce que Lamine Yamal n'a pas joué, il était forfait. Et Lamine Yamal souffre d'une grave contusion à la cheville droite. Il a suivi des traitements ces derniers jours et sa convalescence déterminera sa disponibilité. Donc forfait pour le match d'hier. Et en gros le Barça a fait une demande à la fédération espagnole, souhaite que Lamine Yamal soit exempté du rassemblement de l'Espagne, parce que de base il est appelé là pour les 2 prochains matchs pour la sélection espagnole, et le Barça aimerait en gros qu'il soit forfait, en gros qu'il ne puisse pas participer bien sûr à ces 2 matchs et qu'il puisse se reposer au vu après des prochains matchs qu'il y aura après la trêve internationale. Donc on verra. Pour l'instant il est toujours dans la liste de l'Espagne, Lamine Yamal. Il a noté Poku Barsi qui avait été recousu 10 points de suture lors du dernier match contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a bien joué hier, même titulaire. Il avait un masque spécial pour éviter que sa blessure bien sûr se rouvre. Et toujours sur ce match et pour finir sur cette rencontre, cette fan de Barcelone au milieu des supporters de la Real Sociedad, elle était toute seule. Je ne sais pas pourquoi elle était dans cette tribune là, mais elle avait le maillot du Barça et plein de supporters de la Real Sociedad autour d'elle. Donc voilà, des images bien sûr qu'on aime voir, parce que là il ne s'est rien passé de méchant. On continue, on va parler du Real Madrid qui jouait, c'était samedi à 14h en tout début d'après-midi contre Osasuna, une équipe qui avait battu le Barça cette saison. Et le Real Madrid a fait qu'une bouchée de l'équipe d'Osasuna, 4-0, grâce à un but de Jude Bellingham, son premier but inscrit cette saison. Il a fallu attendre le 9 novembre, parce que c'est avant-hier le match, pour voir Bellingham enfin buteur, et surtout Vini Junior qui a été énorme, MVP, et triplé bien sûr pour Vini. Donc les stats bien sûr de ce Real Madrid qui s'est bien racheté après 2 défaites d'affilée contre l'AC Milan et contre le Barça. Donc 18 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts marqués. Donc voilà, ils n'ont rien laissé à Osasuna, 2 tirs seulement. 2 tirs et 0 tir cadré pour Osasuna qui n'a pas existé dans le match. Donc le Real Madrid a une victoire totalement logique et méritée, donc pas content, triplé. On se souvient, c'était Mbappé qui avait dit ce slogan à l'époque. Et là on peut reprendre ce slogan là avec tout simplement Vini Junior. Voilà, triplé bien sûr pour ce joueur qui aurait pu, c'était il y a 2 semaines, 2 ou 3, je sais plus, je crois que c'était il y a 2 je sais plus. Bon bref, c'était un lundi où on pensait qu'il allait remporter le Ballon d'Or et du coup il l'a pas remporté. Mais voilà, il repart sur de belles bases. Et Vini, les gars, c'est qu'il y a quelques semaines, il a déjà inscrit un triplé. C'était face à Dortmund où le Real perdait 2-0 à la mi-temps. Ils avaient gagné je crois 5-2. Il avait marqué un triplé ce jour-là. Et là de nouveau un triplé. C'est vrai qu'il a marqué quand même pas mal de buts Vini Junior sur ses derniers matchs. Et cette saison, toute compétition confondue. Donc Ligue des Champions plus Liga. C'est 17 matchs, toute compétition confondue pour déjà 12 buts et 7 passes D pour Vini. Donc décisif 19 fois en 17 matchs. Le joueur brésilien, sur l'un de ses buts, il a même marqué un but à l'aveugle. Il n'a pas regardé le ballon pour la mettre. Bon, c'était une passe de Brahim Diaz. Il a dit Brahim Diaz, j'ai donné le ballon à Vini car il pouvait inscrire le triplé, mais j'aurais très bien pu tirer parce que voilà, il était tout seul devant le gardien Brahim Diaz. Il aurait pu tirer, mais il a vu Vini et Vini, c'est vrai qu'il était déjà en doublé, donc il a préféré lui faire la passe D pour qu'il puisse marquer le triplé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a pu marquer bien sûr tranquillement en regardant même pas le ballon, Vini Junior. Et Ancelotti l'a dit, ne pas gagner le Ballon d'Or est un petit détail qui n'a pas affecté Vini. On l'a vu bien sûr aujourd'hui. Il peut dire ça en conférence de presse. Ancelotti tient sur son compte Instagram, je t'aime Vini.
La dernière publication du coach italien. Et Benzema, tiens, encore une fois, bien kiffé la performance de Vini Junior avec son triplé. Donc numéro 1 avec deux petites flammes. Voilà Benzema, ce qu'il peut mettre par rapport à son ancien coéquipier du côté du Real, bien sûr. Vini Junior, on va parler de l'autre buteur, j'ai dit. Donc il a marqué un but et enfin, c'est Jude Bellingham, enfin buteur avec le Real. Son premier but cette saison, 13 matchs, toutes compétitions confondues. Ça y est, enfin un but pour Jude Bellingham. Saison dernière, à ce moment-là, il était déjà à 11 buts inscrits. Donc là, c'est enfin son premier. Il ouvre enfin son compteur but. Le joueur anglais. A noter que Lunin a été décisif dans le match. Le gardien, on parle du gardien. Sur le deuxième but de Vini Junior, c'est lui qui a fait la passe D. Le gardien ukrainien. On va parler aussi d'Mbappé parce que l'on se dit 4-0. Non, Mbappé, le numéro 9 du Real Madrid. Voilà, on dit il a marqué au moins un but. Non, il n'a pas marqué. Et Ancelotti l'a dit tôt ou tard, Mbappé va se remettre à marquer. Mais Mbappé, c'est vrai qu'actuellement, ça va pas. Voilà, encore un match très compliqué de sa part. Bon, il y a eu victoire, bien sûr, mais lui, personnellement, pas quand il marque pas. C'est pas un bon match, on va dire, de Kylian. Surtout que son équipe s'est imposée quand même 4-0. Donc sur les 7 derniers matchs, Mbappé a inscrit seulement un petit but. Ça fait très peu quand même. C'était contre le Celta Vigo. En plus, il a marqué un sublime but. Une frappe très puissante de loin. Contre Dortmund, il a été passeur D, mais surtout Mbappé, il a beaucoup joué. Peut-être on se dit, ouais, peut-être il joue des moitiés de match, tout ça. Non, il joue les matchs entiers. Là, Osasuna, match entier. AC Milan entier. Barça entier. Dortmund entier. Donc, ouais, il joue quasiment les matchs entiers. Il n'arrive plus à marquer Kylian Mbappé. Il est en grande difficulté actuellement. On lui envoie beaucoup de force parce que sa période, quand même, est très délicate pour lui. Voilà. Et quand il est sorti en toute fin de match, quand c'était la fin du match, il est rentré directement au vestiaire après la victoire 4-0. Il n'est pas parti applaudir les supporters. Pourtant, c'était quand même 4-0. Non, tu peux rester un petit peu applaudir les supporters. Non, il est rentré directement au vestiaire parce que lui, il était très déçu de sa rencontre. Et Modric, il a dit, ne doutez pas de Mbappé. Je suis sûr qu'il nous aidera beaucoup à l'avenir. Il montrera à tout le monde pourquoi il a été et est toujours l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà ce qu'il a pu dire. Réconforte en gros. Kylian Mbappé, Luka Modric. Donc le Real, donc ça a été une soirée, un après-midi, vu que c'était à 14h le match, parfait avec une belle victoire 4-0, mais c'est passé aussi pas mal de choses. Et là, dans le sens inverse, là, que des mauvaises nouvelles par rapport aux blessures. On sait que c'est un club beaucoup touché par les blessures et on commence avec celle de Eder Militao, blessé au ligament croisé, rupture des ligaments croisés. Vous savez que j'en parle de temps en temps de cette blessure, elle est terrible. Carvajal l'a eu à peu près 3 semaines, blessé jusqu'à la fin de saison. Voilà, pour Militao, c'est pareil. 9 mois, c'est même pas du 9 mois, c'est 1 an. Voilà. Même le ligament croisé pour revenir à la compétition, peut-être 9 mois, il reviendra à l'entraînement, mais c'est 1 an pour revenir à la compétition. Donc là, il reviendra normalement en novembre 2025, Militao. Et c'est terrible parce qu'il a déjà eu cette blessure au ligament croisé, il l'a eu le 13 août 2023, où il a loupé quasiment toute la saison dernière. Militao, et du coup il a de nouveau cette blessure au ligament croisé. Est-ce que c'est où il a rechuté au même genou? Je sais pas. Mais c'est une terrible blessure pour lui. Donc déjà 2 fois en l'espace de 15 mois, ligament croisé pour Militao. C'est terrible pour le défenseur brésilien qui a été sorti sur civière. Et il a envoyé un message sur ses réseaux sociaux. Donc merci à tous pour les messages, pour l'affection et le soutien. C'est juste un combat de plus à surmonter. Et je connais déjà bien le chemin du retour, vu qu'il a déjà eu ses blessures. Il est déjà revenu. Abandonner ne fait pas partie de mon histoire. Voilà. Mais on sait que mentalement, ça doit être très difficile pour le joueur Militao. Grosse force à lui. Et le message réconfortant de Sergio Ramos à Militao. Force à toi, Mili. Tu connais le chemin pour revenir sur les terrains. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà pris une fois et tu vas le refaire, on espère. Donc voilà. Et ça, c'est comme un énorme coup dur pour le Real Madrid avec l'absence de Militao. Rodrigo a également été blessé, donc blessure musculaire. Bon, c'est moins grave que Militao, mais c'est quand même 1 mois. Donc il sera forfait jusqu'au mois de décembre. Voilà, Militao. Donc forfait avec, Rodrigo, désolé. Donc il sera forfait bien sûr avec le Brésil. On met pas Militao aussi. Militao, Rodrigo qui devait être avec le Brésil. Et Vini, donc il y aura seulement Vini, parce que les 2 autres annoncent du coup forfait. Et Lucas Vazquez également blessé, donc sera forfait 3 semaines. Lui aussi souffre d'une blessure musculaire, donc les 3 joueurs sont sortis sur blessure en première mi-temps. C'est fou, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe du côté du Real? Voilà, donc c'est terrible. Voilà, donc 9 mois, donc 1 an on peut dire pour Militao, donc 1 mois pour Rodrigo et 3 semaines pour Lucas Vazquez. Voilà, donc terrible toutes ces blessures. Et la liste des blessures au Real Madrid est vraiment inquiétante parce qu'il y a Courtois actuellement blessé, il y a Carvajal blessé 1 an, il y a Vazquez, il y a Militao, il y a Alaba qui est blessé depuis décembre 2023. Là, tiens, dans 1 mois, ça va faire 1 an qu'il est blessé. Il y a Tchouaméni qui est blessé encore 1 mois. Et maintenant, il y a Rodrigo aussi. Donc voilà, c'est que des cadres, c'est quasiment que des joueurs qui peuvent être titulaires, à part peut-être Lucas Vazquez. Sinon, c'est que des titulaires quasiment indiscutables de l'équipe qui sont blessés actuellement du côté de Madrid. Et les options du Real Madrid pour sa défense centrale, il n'y a plus grand monde. Bon, il y a Rudiger qui se blesse très peu, et tant mieux. Bon, tu as Valero qui joue quasiment jamais et que le Real Madrid ne compte pas du tout sur lui. Sinon, tu as le jeune Raúl Asensio qui a remplacé Militao. Il a disputé ses premières minutes. On a ce tout jeune joueur de 21 ans. Il a été passeur D pour un but, pour le but de Bellingham. C'est lui qui lui a fait la passe D.
Donc voilà, donc en gros c'est une option, voilà, parce que sinon t'as plus personne. Militao à la bas, Chouamini qui peut dépanner en défense centrale n'est pas là, Carval, Martinez, Ramon. Donc voilà, heureusement que là c'est la trêve, hein. Le prochain match c'est Leganés, puis après il y a Liverpool en Ligue des Champions, donc ça Rudiger avec qui? Avec peut-être Raúl Asensio en défense centrale, parce qu'il n'y a plus personne. Du côté du Real Madrid, même en poste de défenseur droit, j'ai pu voir que ce serait Fede Valverde qui serait le défenseur droit. Voilà, donc là, c'est pour ça que le Real, les gars, il n'y a pas le choix. Et voilà, on va aller directement sur cette info. Le Real Madrid, d'après Fabrizio Romano, qui confirme que le Real Madrid est prêt à attaquer le marché mercato d'hiver. Serait-ce en janvier? Oui, cela pourrait être en janvier. Le Real Madrid surveille le marché transfert. Donc ça fait quand même 5 ans d'affilée que le Real Madrid n'a pas recruté ni vendu de joueurs en janvier. Voilà, pour eux, le mercato de janvier n'existe pas. Donc là, dans moins de 2 mois, ils recruteront certainement 1 voire 2 défenseurs. Voilà, peut-être un défenseur droit, mais des défenseurs centrales. Pour ce mercato, ils seront actifs. C'est Fabrizio Romano qui le confirme. Et Mbappé qui a dédicace la victoire aussi du Real Madrid de 3 blessés. Pour Milly, Rodri et Lucas Vazquez, qui est les 3 qui se sont blessés. Bref, voilà tout ce qu'il y a à dire sur la page Real Madrid avec la belle victoire, mais une contrepartie, beaucoup de blessés, et ça bien sûr c'est un gros problème. L'Atlético Madrid, après la victoire au Parc des Princes en Ligue des Champions la semaine dernière, ils ont fait le taf encore avec une victoire 1-0 à Mallorca avec Alvarez, l'unique buteur du match à l'heure de jeu. Donc parfait bien sûr pour cette équipe de l'Atlético qui a encore montré très peu de choses, seulement 2 tirs cadrés dans le match comme ça avait été le cas à Paris. Non, ils avaient fait 3 tirs cadrés, ils avaient tiré 4 fois, 3 tirs cadrés de but à Paris, donc là pareil. 2 tirs cadrés seulement, mais ils ont marqué un but et ils ont été plus efficaces que l'équipe de Mallorca a plus tenté, bien sûr, que l'équipe de l'Atlético Madrid. Une grosse semaine pour eux. La semaine dernière, Yann Oblak, un avant-dernier passeur décisif face au PSG. C'est lui qui avait fait la passe D pour Griezmann pour le but de Correa. Le but du 2-1 au Parc des Princes la semaine dernière. Et avant-dernier passeur D, pareil, face à Mallorca. Donc il a fait une passe au passeur D pour le but de Julián Alvarez. Les autres résultats du côté de la Liga, Girona s'est imposé 1-0 du côté de Retafe, Valladolid a fait un partout contre Bilbao, le Betis a fait 2 partout contre le Celta Vigo, a noté la belle victoire de Villarreal 3-0 contre Alaves, mais à noter côté Villarreal, une grave blessure également, on parlait pas mal de blessures au Real, mais là aussi c'est le jeune Marocain Ilyas Alkomac, 20 ans, souffre d'une déchirure complète du ligament croisé antérieur. On dit ça, déchirure complète, c'est même pas rupture, c'est déchirure, je crois que c'est encore pire que la rupture. Et d'une entorse du ligament collatéral interne du genou droit. Il a 2 blessures, voilà, donc terrible. Donc on va avoir beaucoup de force, donc sorti après avoir marqué, il a marqué lors de la victoire 3-0, mais là blessé, voilà, on pense blessé toute la saison. On lui envoie bien sûr beaucoup de force pour ce tout jeune joueur. Et au classement, ça donne quoi après tous les matchs joués là du côté de la Liga? Et le Barça toujours en tête bien sûr, mais maintenant 6 points d'avance sur le Real Madrid, mais le Real Madrid a un match en retard, le match contre Valence qui n'avait pas été joué, donc en cas de victoire du Real contre Valence lors du match en retard, donc il y aura 3 points d'écart entre le Barça et le Real. Donc l'Atlético 26 points, puis après il y a Villarreal à la 4e position. On quitte l'Espagne, direction l'Italie, on commence avec l'Inter Milan contre Napoli. Enfin, Naples, un partout. Donc Çalhanoğlu, buteur, magnifique but. J'ai vu son but, les gars. Une frappe surpuissante. Le gardien la touche, mais il peut rien faire. Et à noter qu'il a loupé un penalty. Il aurait pu marquer un doublé, mais penalty loupé. Et McTominay, l'ancien joueur de Manchester United, a été buteur côté napolitain. Donc on a partage de points entre ces deux équipes. À noter que l'Inter a plutôt dominé comme cette équipe de Naples. Et Çalhanoğlu, je dis, il a été buteur, mais il a loupé un penalty. Et pourtant, il est à 19 sur 19. Il avait marqué ses 19 derniers penalty avant de louper ce penalty hier. Donc bon, ça arrive, mais dommage parce qu'il aurait marqué, et son équipe aurait gagné, il aurait pris 3 points. On va parler de l'autre Milan, l'AC Milan qui joue ce week-end du côté de Cagliari. L'AC Milan a fait 3 partout avec par exemple Zappa doublé côté Cagliari, Raffaeleao doublé côté AC Milan. Ça a beaucoup mieux pour Leao qui a joué là, qui avait joué contre l'équipe du Real où il avait été passeur D, mais les 3 matchs avant il était sur le banc, donc là peut-être ça lui a fait du bien d'être sur le banc, peut-être s'est remis en question, parce que là, depuis les 2 derniers matchs, il a été très bon. Raphaël Leao. Donc voici les stats de la partie. Et à noter que Francesco Camarda, donc c'est officiel, il a commencé titulaire, donc à 16 ans, seulement 7 mois et 9 jours. Il est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire de l'AC Milan en Serie A. Il détrône Donnarumma, qui détenait le record du plus jeune joueur de l'AC Milan être titulaire lors d'un match dans le championnat italien. Maintenant, c'est Francesco. Et Camarda, cet âge si jeune, donc il a remplacé Morata, qui était forfait pour la rencontre. Et pour revenir sur Raphaël Leao qui a marqué un doublé, et le week-end parfait pour lui, donc doublé sur les terrains et doublé à la maternité. Et le Portugais vient de devenir papa de jumeaux ce week-end. On le félicite, doublé de but et doublé d'enfants. Donc félicitations bien sûr à Raphaël Leao. On continue avec l'Atalanta Bergame contre Udinese et l'Atalanta s'est imposé 2-1.
Pasalic a un but contre son camp. Donc belle victoire bien sûr de l'Atalanta Bergame. On sait que c'est une redoutable équipe. La Juventus Turin joue contre Torino, c'était le derby. Et c'est la Juventus Turin qui s'est imposée 2-0 grâce à Timothy Weah. Et ils disent le joueur turc qui a été le buteur en fin de match. Donc belle victoire 2-0, victoire logique bien sûr. De l'équipe de la vieille dame, à noter que Francisco Conceição donc a été passeur D lors de ce match. Donc pas mal, 10 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts et déjà 5 passes D pour ce joueur qui est prêté par l'équipe de Porto. Il est prêté. Je crois que la Juve va lever l'option d'achat concernant ce jeune Francisco Conceição, fils de Sergio Conceição, l'ancien coach de Porto. L'AS Roma contre Bologne, et l'AS Roma s'est incliné 3-2. L'AS Roma, les gars, rien ne va du côté de cette équipe. Et du coup, le coach, c'est fini. La Roma a annoncé ce dimanche, donc hier, le licenciement de son entraîneur Ivan Juric, qui était pourtant arrivé, regardez, sur Instant Foot, le 18 septembre. Juric succède à Daniel De Rossi sur le banc de l'AS Roma. Et voilà, 18 septembre, un mois et demi après, c'est fini. Il est déjà viré. Un nouveau coach va débarquer du côté de l'AS Roma parce que l'équipe, l'AS Roma a encore perdu, puis elle est très très loin au classement du côté du championnat italien. La Fiorentina s'est imposée 3-1 contre Hellas Vérone. Félicitations bien sûr à cette équipe, à noter le triplé comme de Moschine. 3 buts de Moschine, l'ancien joueur du PSG, qui a marqué 3 buts, déjà son 11e but cette saison. Voilà pour l'attaquant italien. Belle victoire aussi de la Lazio, 1-0 du côté de Monza. Les autres résultats de cette journée en Italie qui a commencé jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça s'est joué sur 4 jours. La victoire par exemple, on pourrait dire de qui, je ne vais pas parler, je crois que je parlais tout le monde de Parme, tiens, par exemple à Venise, je vais parler de ce match. Une victoire de 1. Et le classement après 12 matchs joués, c'est Naples en tête devant l'Inter Milan, la Fiorentina surprenant 3e, l'Atalanta 4e et la Lazio 5e, la Juve 6e, 7 Milan, ils sont quand même loin ces deux clubs. Après regardez, c'est quand même très serré, c'est que ce championnat italien, 26 points, et là on passe à 24 points, donc il y a 2 points d'écart entre le premier Naples et la Juventus 6e, 2 points d'écart, donc voilà, tout peut arriver, puis après il y a un creux, on passe de 24 à 18, il y a 6 points d'écart, après l'AC Milan un match en retard, on peut voir, ça avait été contre Bologne où le match avait été annulé parce que intempérie. Voilà, donc voilà, on peut voir quand même que les 6 premiers se partagent en 2 points. Et là, l'AS Roma, les gars, 12e avec 13 points. Ils ont déjà 13 points de retard sur l'équipe de Naples actuellement en tête. C'est pour ça qu'il y a eu changement de coach. Du côté de l'Allemagne, on commence avec le leader, le Bayern Munich, qui joue contre Saint-Pauli. Et le Bayern s'est imposé, petite victoire, mais victoire qui donne 3 points. Musiala, l'unique buteur du match à la 22e minute de la partie. Un match totalement dominé par le Bayern, 13 tirs, 6 tirs cadrés. Saint-Pauli, ça a été 3 tirs, 0 tirs cadrés pour eux. Donc voilà, le Bayern s'est imposé logiquement. Ils auraient même pu marquer plus de buts. Et Musiala, donc sur ses 6 derniers matchs, 6 buts et une passe D pour la pépite allemande. Concernant ce match fou entre Francfort et l'équipe de Stuttgart, et c'est Francfort qui réalise la très bonne opération, s'imposant 3-2. Notez qu'Hugo Ekitike ou Marmouth, il y a 2 joueurs qu'on va parler juste après, ont été buteurs dans cette rencontre. Donc pourtant Stuttgart, regardez, a plutôt dominé. 22 tirs, 11 tirs cadrés pour Stuttgart. Ils ont marqué 2 buts, 9 arrêts du gardien de Francfort, mais Francfort plus efficace, 5 tirs cadrés et 3 buts marqués, 2 arrêts seulement du gardien de Stuttgart. Donc voilà, Francfort réalise une très bonne opération. Hugo Ekitike, buteur avec Francfort. Donc il est en pleine confiance cette saison, à 15 matchs, toutes compétitions confondues pour 9 buts et 4 passes D. On a pas mal, même très très bien. C'est vrai qu'à Francfort, depuis qu'il est arrivé, donc là c'est les stats cette saison, mais si on rajoute également les stats de la saison dernière, c'est 31 matchs, 12 buts et 4 passes D. Et si on compare avec le PSG, qui est le même niveau pratiquement que quand il avait joué au PSG, 33 matchs, donc là 31 matchs, mais là on peut voir qu'il a marqué seulement 4 buts, 4 passes D, que là il est déjà à 12 buts et 4 passes D. Donc oui, et il est bien plus performant en Allemagne que du côté de Paris, où il y avait peut-être trop de pression, peut-être trop de concurrence, parce qu'à l'époque il était en concurrence avec Messi, Neymar et Mbappé, en attaque du côté de Paris. Marmouth également buteur, et surtout il a marqué de nouveau un but sur coup franc, et c'est simple, les 3 derniers matchs, 3 buts pour lui et 3 buts sur coup franc direct. Quel tireur de coup franc. Donc ses stats cette saison, c'est 14 buts et 10 passes D, toutes compétitions confondues. Donc voilà, buteur contre Stuttgart sur coup franc direct, buteur contre le Slavia Prague sur coup franc direct et buteur contre Bochum lors du match encore avant sur coup franc direct. Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus les gars? C'est un excellent joueur. Et ses stats, je dis à 16 matchs, 14 buts et 10 passes D. Et voilà, donc là c'est toute compétition confondue, ça rajoute l'Europa League, mais si on prend seulement la Bundesliga, il est au même niveau qu'Harry Kane. Harry Kane, il a 11 buts inscrits dans le championnat, lui aussi il a 11 buts inscrits en championnat. Regardez, ils sont largement devant les autres, Boniface, Guirassy qui sont à 6 buts inscrits. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Marmouth, on parle beaucoup de Salah, et c'est vrai que la doublette offensive du côté de l'Égypte, c'est quand même très performant. Regardez les stats qu'ils ont, les 2 attaquants égyptiens. Et Marmouth tient sur son nouveau but sur coup franc, donc R1 plus rond,
c'est sur la console, la FIFA, hein, R1 plus rond, c'est comment tu tires les coups francs. Voilà, 3 coups francs une semaine, c'est pour ça qu'il a fait cette publication avec cette bio-là. Et Marmoush, c'est vrai voilà, que c'était pas trop un joueur connu encore quelques temps, quand on sait que Marmoush, 25 ans, était un inconnu total pour la plupart des suiveurs de foot il y a encore 2 ans. Personne ne le connaissait. À l'époque, bon, il est parti à Stuttgart, après à Saint-Pauli, à Wolfsburg. On peut voir ses stats qu'il avait à l'époque, hein. On peut voir le nombre de matchs joués. Par exemple, tiens, à Stuttgart, il avait joué 21 matchs pour 3 buts et 5 passes D. Et là, quand on voit Francfort, les gars, les stats qu'il a, les buts marqués déjà, il a passé un cas, bien sûr, dans sa carrière. Dortmund a joué du côté de Mayence et Dortmund s'est incliné 3-1. Hein, c'est compliqué quand même pour Dortmund. Je vois bien un licenciement du coach, Nuri Sahin. Je pense qu'il là pendant la trêve, il y aura certainement changement de coach, hein, du côté de Dortmund, parce que ça va pas cette saison. Regardez, ils n'ont pas existé hier. 2 tirs dans le match. Une frappe cadrée, alors que les autres, Mayence, c'est 13 tirs, 9 tirs cadrés. Voilà, Dortmund, les gars, c'est quasiment la crise et ça sent le changement de coach. Et Guirassy a été buteur, hein, donc malgré la défaite 3-1, c'est lui qui a marqué le but. Donc 13 matchs, toutes compétitions confondues pour 9 buts et 4 passes D pour l'attaquant et guinéen. Leverkusen aussi, c'est compliqué cette saison, beaucoup plus que la saison dernière. Donc il gagnait 1-0 grâce à Patrick Schick, par exemple, ce genre de match-là. La saison dernière, il perdait pas, il gagnait 1-0. La défense était solide derrière et il gagnait le match 1-0. Et là, souvent cette saison, ils se sont fait égaliser en fin de match, ou même ils ont perdu des matchs en fin de match. Et là, Miyoshi à la 89e, il a égalisé. Saison dernière, c'était plutôt souvent des fois qu'il égalisait ou qu'il gagnait des matchs en fin de match. Et ben là, c'est plus compliqué, c'est le sens inverse. Et du coup, les Leverkusen encore accrochés lors d'un match. Hein. Et c'est vrai qu'accroché par la lanterne rouge, hein, Bochum, qui est dernier actuellement du championnat, il reste quand même sur une seule victoire sur leurs 6 derniers matchs. Hein. C'était en plus un match de Coupe d'Allemagne. Sinon, il y a beaucoup de nuls et une défaite contre Liverpool 4-0. Les hommes de Xabi Alonso sont 4e hein, et pointent à 9 points du Bayern après 10 journées. Hein. C'est beaucoup plus compliqué pour Leipzig 0-0 contre Gladbach. Les autres résultats du côté de la première division allemande. Hein. Et le Bayern, bien sûr, s'envole et on pense que là, cette saison, ça sent bon pour Harry Kane qui n'a toujours pas gagné le moindre trophée dans sa carrière. Je pense que le Bayern, là, cette saison, c'est très compliqué d'aller les chercher. Hein. Donc voilà, 5 points d'avance sur Leipzig, Francfort 6 points derrière et Leverkusen, hein, comme je dis, 9 points derrière le Bayern Munich qui s'envole. Et Dortmund a 16 points, 10 points de retard sur le Bayern, comme je dis, hein, ça sent le licenciement. Surtout qu'après la trêve, il y aura un Bayern contre Dortmund. Juste après la trêve, il y aura ce classiqueur du côté du championnat allemand. On continue très rapidement avec aussi, là on a parlé de 5 gros championnats qui prennent le plus de temps. Là on va parler aussi des autres championnats très rapides. Et juste, il y a tout d'abord les playoffs aux États-Unis. Et l'Inter Miami qui jouait un quart de finale contre Atlanta United, ils sont éliminés. L'Inter Miami qui a pourtant gagné le championnat, ils ont fini premier. Mais après, il y a un système de playoffs comme en NBA pour donner le champion. Et ils ont perdu 3-2 l'Inter Miami et c'est fini. Ils sont éliminés. Pourtant, Messi a été buteur dans ce match. Hein. Donc, élimination pour eux. Malgré le 850e but, hein, c'est le 850e but de sa carrière. En plus, un but inscrit de la tête hein, pour Messi. Il ne marque pas souvent de la tête. Mais il a marqué de la tête et voilà, Miami est éliminé des playoffs dès les 8e. C'est pas les 8e, je crois que c'est les quarts de finale. Donc voilà, c'est fini pour eux. Et du coup, regardez le tableau des playoffs. Donc tout en haut à droite, vous voyez Miami contre Atlanta éliminé. Du coup, Atlanta affrontera l'équipe d'Orlando en quart. Hein, non, c'était bien les 8e de finale. Donc là, ce sera les quarts de finale. Donc voici le programme, on peut dire, des quarts de finale pour ces playoffs hein, de la MLS. Notez qu'il y a toujours les Los Angeles, il y a toujours le Los Angeles Galaxy également. New York, il y aura un derby entre New York CF et New York Red Bull. Voilà aussi pour une place en demi-finale. On prend la direction du Portugal. On va parler aussi de la dernière de Ruben Amorim du côté du Sporting. C'était contre Braga. Un match fou, hein. Braga menait 2-0 à la 57e minute de jeu. On va se dire, Amorim va finir avec une défaite. Au Sporting, pas du tout. 57e 2-0 et le Sporting a gagné 4-2. Ils ont marqué en 30 minutes 4 buts le Sporting. Donc 8 victoires consécutives avec désormais son ancien club. Donc le Portugais s'envole désormais pour Manchester United où il commence dès aujourd'hui. Voilà, cette équipe a travaillé avec Manchester United. Bon là il y a la trêve mais là il y aura une quinzaine de jours pour préparer le prochain match hein, contre Ipswich pour Manchester United. Donc voilà ce match fou, ils perdaient 2-0 j'ai dit à 57e puis voilà ils sont revenus à 2-1, enfin 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4. Incroyable bien sûr Ruben Amorim hein. Donc magnifique entraîneur hein, qui avait gagné aussi City la semaine dernière en LDC. Donc maintenant direction Manchester United pour lui. Il y avait également aussi une belle affiche hein, le Benfica contre Porto. Le Benfica écrasé Porto 4-1 hein, avec 4 buts à domicile contre Porto, c'était plus arrivé depuis 1964 hein, pour le Benfica, donc incroyable victoire. Donc félicitations à eux et à noter côté Porto, bon ils ont perdu mais le but c'est qui? C'est Samu Omorodion, donc buteur face au Benfica, donc 13 matchs pour lui, toute compétition confondue, 12 buts, mais bon son équipe hein, on a pris 4 et c'est incliné. Les autres résultats, bon là les deux gros matchs hein, quand même de cette journée ont été joués là avec je crois les 4 premiers qui s'affrontaient, voilà vu que Braga a perdu, du coup c'est Santa Clara hein, qui est maintenant 4ème et Benfica du coup revient à 2 points de Porto après leur victoire et du coup le Sporting à 11 sur 11 hein, s'envole bien sûr
Maintenant, nouveau coach, je ne sais pas c'est qui le coach qui va remplacer Ruben Amorim, il sera désigné là dans la semaine. Du côté du championnat turc, il y avait le Galatasaray contre Samsunspor et Galatasaray s'est imposé 3-2 grâce à Batshuayi buteur et Osimhen doublé pour l'ancien joueur de Naples. Et regardez, quand il a marqué, il a montré le maillot Icardi parce que j'avais parlé, c'était hier que jeudi dernier lors du match d'Europa League, Icardi, ligament croisé, donc blessé jusqu'à fin de saison. Et du coup, il lui a montré, il lui a envoyé de la force. On peut voir qu'Icardi qui était en tribune, il a apprécié parce qu'il rigolait. Il a pris ça avec en train de rigoler, bien sûr, que Osimhen lui dédie ses 2 buts. Les autres résultats, le Fenerbahçe a gagné 4-0. Le Beşiktaş a été tenu en échec 0-0 contre Istanbul Başakşehir. Au classement, le Galatasaray s'envole quand même pour remporter le championnat. On est seulement la 11e journée, mais on a déjà 5 points d'avance sur le Fenerbahçe et même 10 points d'avance sur le Beşiktaş, autre très gros club du côté de la première division turque. Du côté du championnat belge, voici les résultats. Club Bruges a fait 2 partout et Genk a perdu 4-0 à Union Saint-Gilloise. La victoire de la Gantois 5-0 contre le Standard de Liège, ou la victoire d'Anderlecht 5-0 également. C'est qu'il y a eu pas mal de buts hier du côté de la première division belge. Genk toujours en tête de 6 points d'avance sur Bruges, Anderlecht à 3e position avec 23 points. Et on finit avec le dernier championnat, le championnat néerlandais, avec les résultats. Le Feyenoord s'est imposé 4-1. Le PSV qui avait perdu leur première défaite contre l'Ajax lors du match d'avant, ils ont gagné 3-0. L'Ajax a fait 2 partout contre Twente. Et au classement, donc le PSV a 33 points, 5 points d'avance sur l'équipe de Utrecht qui est actuellement à la 2e position. Et on finit avec ça. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire pour ce week-end. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Donc maintenant place à la trêve internationale. Donc l'équipe de France n'oublie pas joue jeudi contre Israël, son premier match de Ligue des Nations. Puis après il y aura un Italie-France prévu la semaine d'après. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.